Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Priorité au décryptage, l'émission qui répond à vos questions sur l'actualité chaque samedi sur BFM TV. La question de cette deuxième partie d'émission, elle est simple. Le mouvement vegan est-il en train d'échapper à tout contrôle? Voilà ce qu'il reste de l'abattoir qui a été incendié hier à Haut-Valronnais dans l'Ain. L'enquête ne fait que débuter, mais les anti-viandes sont évidemment pointées du doigt après des actions coup de poing qui ont été menées ces dernières semaines. Alors pourquoi cette radicalisation du mouvement? Est-ce une spécificité française? C'est la question qu'on posera à nos invités. Ils vont nous aider à comprendre la situation actuelle. Mais d'abord, retour sur ces semaines de tension entre les anti-viandes et les autres avec Leslie Cadieux. On a eu la fâcheuse découverte de notre vitrine fracassée à coups de jets de pierre, représentant donc le stop spécisme, qui serait apparemment une branche du vegan. Des vitrines de boucherie, mais aussi de poissonnerie, caillassées et taguées depuis plusieurs mois un peu partout en France. Des actes perpétrés par des personnes qui se revendiquent véganes et commencent à inquiéter les commerçants. J'ai peur aussi qu'arrive un moment, les bouchers, ça commence à prendre de l'ampleur aussi et qu'il y a une confrontation et que ça passe au drame. Ça, j'ai vraiment peur de ça. Car être végane, c'est avant tout un mode de vie, de consommation respectueux de la vie animale. Nous, ce qu'on dénonce, c'est le fait que 3 millions d'animaux sont massacrés chaque jour en France, juste pour la consommation humaine. Et ça, c'est une véritable violence qui est due au spécisme et dont on ne parle pas assez dans les médias ou en général dans la société. Depuis quelque temps, une partie du mouvement est devenue de plus en plus contestataire. On n'est plus du tout dans la sensibilisation de l'opinion publique. On ne milite pas de cette manière-là. Nous, on est vraiment pour engager le rapport de force. On estime que dans un mouvement social, c'est nécessaire. À un moment donné, il faut qu'il y ait justement cette confrontation directe qui se fasse pour que le mouvement soit pris au sérieux. Quitte à ce que les tensions se cristallisent. Qu'un savoir-faire ancestral comme le mien, on dit une anecdote. Mais vous savez qu'on a un savoir-faire typiquement français que vous êtes en train de bafouer. Je parle des victimes qui c'est très grave, mais moi je parle de savoir-faire, madame, je parle de culture. Oui. Suite aux actes de vandalisme contre 9 commerces dans la métropole de Lille, 6 personnes ont déjà été interpellées. Alors dans Priorité au décryptage, on va sortir des tensions, des polémiques. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec nos invités. Élodie Vieille-Blanchard, bonjour. Vous êtes présidente de l'Association végétarienne de France, auteure de Révolution végane, inventer un autre monde. Vous nous direz si cette révolution, elle peut être pacifiste ou pas. C'est un peu la question du jour, notamment. Eddy Fougier, bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRI, spécialiste des mouvements de contestation. Et Hervé Lebars, bonjour. Vous êtes porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique. Pour faire simple, vous allez être notre monsieur science, celui qui va donner de la caution scientifique à ce débat. C'est important pour qu'on soit rigoureux dans Priorité au décryptage. D'abord, Eddy Fougier, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on vient de voir. Sur un mot j'ai envie de dire presque de lexique. Doit-on parler d'extrémistes véganes? Doit-on parler d'activistes, de militants extrêmes? Au regard de ce que vous connaissez de ces mouvements de contestation qui peuvent exister, comment vous qualifieriez la situation qu'on est en train de vivre? Alors déjà, et là je pense que Mme Vieille-Blanchard va confirmer, il ne faut pas assimiler le véganisme aux éléments les plus radicaux. Donc il y a différentes, je dirais, différents cercles. Vous avez un véganisme économique avec des organismes économiques, une filière importante. Vous avez des associations spécialisées dans l'information et dans la sensibilisation à la question animale. L214 en fait partie. Et puis, on rentre dans des zones où, effectivement, là, on l'a vu avec 269, Libération animale, où on est plus sur des éléments radicaux. Et puis, on a des individus, a priori, qui n'appartiennent peut-être pas, on ne le sait pas, à ce type d'organisation et qui vont commettre des actions de nature violente. Alors, on y reviendra dans le débat, effectivement, par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Pour l'instant, alors, vu de France, c'est beaucoup. Ces caillassages de vitrines, ces insultes, ces tags. Et puis, peut-être, là, l'enquête ne fait que débuter, voilà, bien sûr, sur l'abattoir. Ce qui s'est passé à cet abattoir. Vu de ce qui se passe aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, pour l'instant, ça n'est pas grand-chose. Alors, il y a ces mouvements-là. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les mouvements animalistes, comme le Front de Libération Animale, l'ALF, qui ont incendié également des bâtiments plutôt aux alentours des années 2007. Effectivement, on va en parler, notamment en Grande-Bretagne. Élodie Vieille-Blanchard, est-ce que votre titre, c'est la révolution? Évidemment, on est en train de parler d'une frange réduite des véganes aujourd'hui. Est-ce qu'une révolution comme celle que vous pensez nécessaire pour la planète, pour la vie, pour le bien-être de tous, elle peut s'accompagner, elle peut se faire sans violence et elle peut se faire sereinement, où vous intégrez qu'il y ait cette partie de gens contestataires qui mènent des actions
que vous dénoncez ou pas d'ailleurs? Alors moi, ce que je porte et ce que porte mon association, c'est vraiment le projet d'un changement global de société vers un modèle alimentaire qui soit plus durable, qui soit plus respectueux, qui soit plus sain aussi. Est-ce que ça peut se faire facilement? Il y a des choses qui peuvent se faire facilement. Il y a forcément après des questions qui se posent en termes de transition économique, en termes d'emploi par exemple. Mais ce que j'essaie de montrer justement, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes raisons d'aller vers un autre modèle de société. Il faut se poser les questions, à mon avis, à l'échelle d'une société tous ensemble, c'est-à-dire... Sur la question des violences. Alors sur la question des violences, déjà je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que avant l'incendie de cet abattoir, qui pour l'instant n'a pas été revendiqué, il y avait une douzaine de bris de vitrines, donc c'est quand même pas quelque chose. En même temps, est-ce qu'on peut les minimiser? Pardonnez-moi, mais on a quand même l'impression que les véganes, qui sont quand même pour beaucoup des gens pacifistes, ont du mal à condamner ces violences. Alors, je voudrais juste, avant de dire ce que j'en pense, rappeler quand même qu'en 2018, les dégâts des agriculteurs sur les autoroutes, par exemple, c'est pas. Excusez-moi, mais on peut botter en touche tout le temps sur cette question-là, mais sur les violences qui vous concernent, en l'occurrence, qui concernent les radicaux. C'est peut-être pas très intelligent de briser des vitrines. Moi, je pense que c'est pas très intelligent parce que l'opinion publique s'en prend à nous, parce qu'on essaie de faire passer un message qui nous concerne tous. Comment tous, à l'échelle de la société, on veut traiter les animaux? Est-ce qu'on veut continuer comme ça ou est-ce qu'on veut manger autrement? Et en fait, là, on est dans la confrontation. Moi, je pense que la confrontation, ça n'est pas quelque chose de positif. Quand on se sent attaqué, on se défend. Donc, je pense que ça n'est pas quelque chose d'intelligent ou d'habile. Maintenant, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très important non plus, voilà, en termes d'ampleur des dégâts et même en termes de violence, puisque c'est le terme qu'on emploie ici. Hervé Lerbars, quand vous regardez ça, est-ce que ça vous rappelle d'autres mouvements qui ont pu avoir lieu, notamment dans le monde de l'alimentation? On sait qu'il y avait eu des débats sur les OGM, par exemple, sur d'autres questions alimentaires. Est-ce que ça vous rappelle des faits précis? Absolument. En fait, lorsqu'on est confronté à ce genre de violence, il y a plusieurs types de réactions. Et je constate que par rapport au mouvement violent vegan, il y a une réaction assez forte de l'opinion publique. Peut-être que ce n'est pas étranger au fait qu'on soit là sur ce plateau aujourd'hui. En revanche, il y a d'autres mouvements qui sont assez épargnés et qui sont aussi violents depuis longtemps. Vous avez les faucheurs d'OGM qui ont détruit des expériences de recherche publique financées par nos impôts. Et ça, c'est depuis 15 ans, 20 ans, et c'est régulier, ça se répète. Ça ne passe pas dans les médias, ou très peu, ou alors pour les excuser. Parce que justement, il y a une opinion publique qui, je dirais, elle n'est peut-être pas prête encore à entendre un discours vegan, qu'elle trouve extrémiste souvent, si vous posez la question au public. En revanche, les discours anti-OGM et les dérives qui sont associées ne sont pas condamnées, ou très peu, par l'opinion publique. Donc il y a un peu un deux poids, deux mesures que je trouve assez étonnant. Je voudrais qu'on revienne sur le mot qu'on emploie beaucoup, et d'ailleurs on ne sait peut-être pas toujours ce qu'on met derrière, sur le spécisme, l'antispécisme. Alors si on reprend, comme on aime le faire dans Priorité au décryptage, c'est un courant de pensée philosophique, moral, né dans les années 70. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les espèces. Je trouve que ne serait-ce que dire ça... C'est pas tout à fait ça. Alors allez-y, complétez. Alors qu'est-ce que c'est que le spécisme? En fait, c'est une discrimination arbitraire basée sur l'espèce. Ça veut dire quoi? Alors ça, là, vous mettez votre regard déjà. Vous n'êtes pas dans une définition tout à fait... dans la définition des philosophes qui ont créé ce concept. L'idée, c'est que si vous trouvez que ça n'est pas normal, par exemple, de suspendre un chien par un crochet et de le saigner, eh bien, ça n'est pas normal non plus de le faire avec un cochon. Voilà. C'est pas l'idée qu'on met un signe égal entre toutes les espèces. C'est pas l'idée qu'on met un signe égal entre les humains et les autres animaux. C'est tout simplement que quand deux espèces ont les mêmes intérêts, on ne doit pas discriminer. De la même façon qu'on ne doit pas discriminer entre les genres ou entre les races. Voilà, le mouvement s'est vraiment construit dans un parallèle avec l'antiracisme et l'antisexisme. On voit votre réaction très rapide et très justifiée. On parle de philosophie, on parle de morale. Est-ce que dans un mouvement contestataire, c'est une notion importante? Parce que ça veut dire que c'est une philosophie de vie différente. Ça induit des choses dans une société d'avoir une philosophie de vie différente. C'est, je dirais, l'aspect positif pour le militant, pour l'activiste, qui, effectivement, on embrasse un mode de vie, une philosophie de vie, parce que ça n'est pas qu'un régime alimentaire, le véganisme, c'est tout un mode de vie, avec des interdits, des exclusions, des principes à respecter. La difficulté, une fois que vous respectez vous-même ces principes, c'est que vous êtes tenté, et d'où peut-être effectivement cette tentation radicale chez certains, par le prosélytisme.
parce que vous ne supportez pas que, effectivement, il y ait des cochons qui soient suspendus à des pics de bouchers. Donc, c'est un petit peu la difficulté de ce type de mouvement. Et puis, le spécisme s'inscrit dans une longue lignée, effectivement, de mouvements vers l'égalité. Alors, ils se disent eux-mêmes un petit peu les héritiers de la lutte contre l'esclavage en tant que tel, à la différence près que là, ils parlent au nom des animaux qui n'ont pas nécessairement délégué à ces antispécistes un droit quelconque. Que dit le scientifique sur cette question des espèces? Alors, pas d'égalité, on va être dans la justesse, mais en tout cas pas de hiérarchie dans les espèces. Disons, j'aurais tendance à bien séparer la notion du droit, c'est-à-dire le droit des animaux, de la nature et de la description des catégories, de la catégorisation scientifique du règne animal et du règne végétal. Le droit, c'est une construction. Et il ne faudrait pas que... C'est une construction humaine. Il ne faudrait pas qu'on infère un droit simplement en observant la nature. Car la nature, elle est comme elle est, mais le droit, c'est une construction de l'homme qui on ne peut pas, disons, prendre prétexte d'une certaine organisation de la nature pour en déduire des droits. Il n'y a pas ce mécanisme-là, il n'est pas automatique, il est obligatoirement, c'est un choix de société, comme disait Madame. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire nécessairement que, par exemple, sous prétexte qu'un animal a un système nerveux, alors on ne peut pas le manger. Ce genre de raccourci qui part d'une considération scientifique, qui est vraie, qui est une constatation factuelle. Cette constatation factuelle scientifique ne peut pas permettre de déduire un droit. On passe dans l'ordre moral, sur la question morale. Alors, c'est là que moi je serais toujours un peu, toujours très, très strict, de toujours, quand c'est du scientifique, on reste dans le domaine scientifique, et quand c'est du droit, on est dans le domaine sociétal et on ne mélange pas les deux. Alors on le voit en tout cas dans la société, chez nous ça provoque du débat, ça provoque quelques violences, des débordements. Est-ce que ça se passe comme ça ailleurs? C'est la question aussi qu'on se posait et qu'on voulait aborder. Alors on va aller faire un petit crochet du côté de l'Allemagne, retrouver la correspondante de BFM TV, Violette Bonnebar. Violette, chez nous on l'a vu, ça crée quelques tensions, le développement du marché vegan et ceux qui veulent défendre la viande. Alors on se dit que nous on a peut-être la spécificité du saucisson, on a une société peut-être un peu amoureuse de la viande. Vous avez aussi la saucisse en Allemagne. Vous avez une société qui aime bien la viande et c'est chez vous que c'est le plus grand marché vegan. Est-ce que ça se passe bien ou pas ? Eh bien, plutôt, il y a très peu de tensions. Alors, il y a bien eu des attaques contre des élevages industriels il y a quelques années, mais c'est vraiment resté marginal. Le mouvement vegan est en quelque sorte devenu presque mainstream, grand public. Berlin a même été élu capitale mondiale du véganisme, avec ses dizaines de restaurants, ses fast-foods, ses pizzerias et même des boucheries 100% véganes. Alors, le véganisme, c'est encore une niche en Allemagne, mais une niche très prometteuse, un peu comme le bio il y a quelques années. Résultat, les géants de l'industrie de la viande s'y sont tous mis. Tous les supermarchés ont aussi des rayons véganes. On estime que plus d'1 million d'Allemands ont banni tous les produits d'origine animale de leur alimentation et ce chiffre est en constante hausse. Alors comment ça s'explique ? Eh bien d'abord il faut savoir qu'il y a un mouvement ancien de végétariens en Allemagne, 8 millions de personnes, soit un Allemand sur 10, et une partie d'entre eux, toujours plus forte, glisse doucement vers le véganisme. Et puis cette tendance, elle est amplifiée par les scandales à répétition autour de la viande et par une préoccupation des Allemands pour les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. D'ailleurs, la chancelière Angela Merkel a décidé de faire de l'Allemagne un pionnier du bien-être animal. Dès l'an prochain, il sera par exemple interdit d'éliminer les poussins mâles dans les élevages ou de castrer les porcs sans anesthésie. Violette Bonnebar, merci beaucoup pour toutes ces précisions venues d'Allemagne. Pourquoi, du coup, chez nous, ça prend une telle ampleur, ça crispe à ce point les passions alors que ça se passe bien en Allemagne ? Alors déjà, on n'est pas sur le même ordre de grandeur. En Allemagne, il y a à peu près 1,3 million de véganes. En France, on est entre 200 et 300 000. Je parle de véganes, je ne parle pas de végétariens. Alors, ce n'est pas le seul sujet où il y a une différence entre la version française et la version allemande. On n'est pas tout à fait dans le même type de culture, de type de débat. Mais justement, qu'est-ce qui change dans notre culture ? Qu'est-ce qui fait que chez nous, ça crée plus de tensions ? Parce que ça n'est pas... Alors,
je parle en termes de perception, non pas de l'opinion, mais de perception d'un certain nombre d'acteurs économiques, les fédérations autour de la viande ou les éleveurs. Ils ont le sentiment, à tort ou à raison, mais qu'ils font l'objet d'attaques systématiques. Ça a commencé avec la question des OGM, la question des pesticides, la question du bien-être animal, etc., etc. Donc, à tort ou à raison, ils ont un sentiment d'acharnement et les véganes, c'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase de leur point de vue. Donc on est dans cette logique qu'ils vont interpréter comme une logique de viande bashing ou d'agri-bashing. Sans doute qu'en Allemagne, il y a ce type aussi de crainte du côté des agriculteurs, mais qui est moins forte compte tenu du poids sans doute moins important de l'agriculture dans la société et l'économie allemande. Vous vouliez apporter une petite précision? Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord, mais simplement... Dans le discours, il faut bien essayer de séparer les différents mouvements et de ne pas les confondre. Parce qu'on a tendance parfois, et ce n'est pas ce que fait monsieur, mais je voulais juste préciser ça, à mettre un peu tous les écolos dans le même sac et puis taper dessus. Les gens qui sont anti-OGM, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou les gens qui sont adeptes du bio, du retour au naturel, cette idée du retour au naturel, ne sont pas les mêmes, ne sont pas à mettre dans la même catégorie, je dirais, intellectuelle que les mouvements véganes. Ce ne sont pas les mêmes écolos, et parfois même ils s'opposent les uns aux autres. Il faut bien comprendre que souvent, les véganes sont un peu anti-bio, certains en tout cas, à l'intérieur du mouvement végane, parce que le bio nécessite de l'engrais naturel, donc issu des déjections animales. Donc, si vous voulez, il y a des oppositions à l'intérieur de ces mouvements. Il ne faut pas faire d'amalgame, il faut vraiment chacun les considérer pour ce qu'ils sont. Je voudrais qu'on se projette un petit peu sur la suite, sur comment on voit les choses demain. Vous évoquiez tout à l'heure rapidement l'Angleterre. Je voudrais qu'on reprenne juste ce petit rappel pour mémoire. Le Front de libération des animaux, créé en 1964 en Angleterre, depuis 2005, considéré comme éco-terroriste par les États-Unis, présent dans 40 pays aujourd'hui, activiste aux méthodes violentes, destruction de bâtiments, incendie. Ça peut faire écho à l'incendie de l'abattoir qu'on a connu en France hier, même si l'enquête ne fait que commencer, on est prudent. Est-ce que vous craignez, vous, qu'on aille vers une radicalisation avec des mouvements qui pourraient commettre, comme en Angleterre, des actions vraiment violentes et une radicalisation autour de ces questions? Bon, alors déjà, je pense qu'on emploie plusieurs termes. On emploie le terme de vegan, le terme d'animaliste. Il y a aussi des associations qui agissent pour le bien-être animal. Quand même, c'est un mouvement qui se massifie. Il y a de plus en plus de gens en France qui agissent pour que les animaux soient moins maltraités, pour qu'on consomme moins de produits animaux. Voilà, les associations les plus importantes, ce sont des associations qui sont dans la transition, dans le réformisme. Maintenant, il y a aussi des gens qui sont en colère, qui considèrent que ça ne se passe pas assez vite et qui proposent d'aller vers ce genre d'action. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on voit les choses à travers les médias, c'est-à-dire que, par exemple, L214, c'est la plus grosse association de protection animale en France. Pour rappeler pour les téléspectateurs, cette association qui diffuse des vidéos d'abattoirs, qui récupère des vidéos, mais c'est aussi une association qui travaille avec l'industrie agroalimentaire pour les encourager à changer leurs pratiques, par exemple. Mon association, l'Association végétarienne de France, c'est aussi une association importante. Donc pour vous, on ne va pas forcément vers ce modèle anglais? Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de donner beaucoup de place dans les médias à quelques petites actions qui concernent a priori peu d'individus, enfin qui font un certain choix dans leur stratégie. C'est un choix qu'on peut discuter. Ça n'est pas le choix que fait mon association, mais je trouve qu'on a une vision assez déformée des choses. Nous, on travaille par exemple beaucoup avec l'agroalimentaire. On trouve qu'il y a un vrai désir d'aller vers un modèle vegan. On n'est pas dans l'affrontement, on est dans la construction ensemble. La sérénité est possible, heureusement d'ailleurs. C'est pour ça qu'on en discute. Tout à fait. On est bien d'accord. Après, le mouvement, il est large. Il y a différentes stratégies, il y a différents modes d'action. Mais j'aimerais bien qu'on parle du fond, c'est-à-dire est-ce que c'est durable de manger comme on mange? Est-ce que c'est acceptable de traiter les animaux comme on les traite? Et malheureusement, on se focalise sur les modes d'action, on se focalise sur les messagers, sur les individus, plutôt que de parler des vraies questions de fond. Alors, on va continuer en voyant comment nos téléspectateurs, justement, réagissent à ce que l'on vient de se dire. Première question de téléspectateurs qui nous a été adressée. Cette violence de la part des associations véganes ne dessert-elle pas leur cause? Vous voyez, vous êtes entendu. C'est contre-productif pour vous? Je pense que oui. Je me permets, excusez-moi, je la pousse, mais je voulais poser tout à l'heure cette question. Est-ce que si vous ne condamniez pas plus fermement ces actions-là, on ne vous entendrait pas plus sur le fond et où vous ne pourriez pas développer un discours plus simple et plus facile à entendre? Mais on les condamne, mais en même temps, on essaie quand même de les replacer dans leur contexte. Je vous disais tout à l'heure, 7 millions de dégâts sur les autoroutes de la part des agriculteurs, 12 bris de glace de la part des militants animalistes. Bon, c'est quand même deux poids, deux mesures, c'est deux choses. C'est un ordre de grandeur
complètement mais différents. la philosophie de la pression et de la terreur pour impressionner d'autres reste Vous avez un problème. raison, c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut créer du lien. Je pense que le changement de société, on appelle un changement de vision du monde, un changement de modèle anthropologique. Je pense que ça se fait dans le lien, dans le dialogue. Je pense que ça se fait pas dans l'affrontement. Joyeux, vous dites dans votre livre. Voilà. C'est possible. Je pense que oui. Je peux répondre par l'affirmative. Par l'affirmative. Très bien. Deuxième question de téléspectateur qui nous a été envoyée. On la découvre. Imposer les caméras dans les abattoirs serait un facteur d'apaisement. Alors c'est plus une remarque d'ailleurs qu'une question, mais c'est vrai, est-ce que finalement ceux qui défendent la consommation de viande ne pourraient pas, le gouvernement, montrer un peu d'exemple, apaiser les esprits avec des mesures comme ça? Réponse assez rapide. Oui. Non, il y a différents aspects. Et effectivement, sur un certain nombre d'associations comme L214, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais moi ce qui me dérange avec L214, c'est qu'ils se positionnent avec une image je dirais, de défense du bien-être animal, alors que sur le fond, ils sont pour l'abolition de l'élevage et l'abolition de la viande. Donc c'est ça qui est un petit peu ambigu, c'est-à-dire que 95% de la population en France est pour l'amélioration du bien-être animal. Sur les questions-réponses, je voudrais juste qu'on soit rapide et précis. La fin de caméra partout, ça apaiserait peut-être les esprits. Sans doute. Je pense que la transparence et l'amélioration des conditions de vie des animaux de ferme, on ne parle pas des rats à Paris, est un facteur pourrait être une première étape. Mesure qui a été massivement refusée par l'Assemblée nationale. C'est pour ça que les téléspectateurs la posent, je pense, à juste titre. On prend rapidement une troisième question qui nous a été adressée. Question par mail. Ne serons-nous tous pas amenés à devenir végétariens un jour? Je vous donne 10 secondes chacun. Ça vous va? Je suis désolé, c'est très court. 10 secondes. Le modèle alimentaire actuel n'est pas du tout soutenable. Avec la croissance démographique et l'accroissement énorme de la consommation de produits animaux, on sera amené à changer drastiquement de modèle alimentaire. Oui. Aux scientifiques peut-être à condition qu'on ne néglige pas au passage les données scientifiques, c'est-à-dire qu'on respecte effectivement les aspects nutritionnels qui sont des données scientifiques et qui ne peuvent pas être ignorées. C'est pas juste une opinion qu'il faut défendre, c'est aussi se baser sur des allégations scientifiques fondées, sur des études pour tout ce qui est équilibre nutritionnel, bien-être animal aussi. Tous ces sujets ont un sous-jacent scientifique et si on l'ignore, si on le met à la poubelle, on n'ira nulle part, on ira vers le chaos. Merci beaucoup Hervé Lebars, merci Élodie Bouchard, merci Elie Fougier d'être venu nous aider à y voir clair sur cette question. On aura évidemment largement le temps d'y revenir sur BFM TV. On se donne rendez-vous évidemment samedi prochain, 14h, pour encore plus de décryptage.